Bienvenue à tous, aujourd'hui simple, efficace, on va parler d'un des paradoxes de l'infini les plus célèbres à travers un exercice intéressant qui nous vient tout droit du royaume du Maroc. C'est formateur, c'est exigeant, vous inquiétez pas, on va bien manger à la cantine. Alors contexte rapide, à 70 km au nord de Marrakech, vous avez une ville qui s'appelle Ben Guerir, et qui est notamment réputée pour ce que les gens appellent le LIDEX, le lycée Mohamed VI d'excellence. C'est incontestablement un des meilleurs lycées du Maroc, Les médias en parlent régulièrement comme étant une fabrique à polytechniciens, et pour cause, les meilleurs élèves du pays rêvent d'y entrer pour parvenir déjà en prépa et ensuite briller au concours des grandes écoles. Alors pour y entrer, sachez que c'est vraiment pas simple, concurrence très rude, il faut un dossier et des notes quasi irréprochables. Et si vous décidez d'y entrer par ce qu'on appelle la voie 2, alors vous allez être confronté au terrible concours d'entrée qui traumatise des Marocains chaque année. L'exercice dont on va parler aujourd'hui provient justement d'un concours antérieur. C'est un truc très joli, certes, mais un petit peu ardu quand même, on va pas se mentir, surtout en sortie de terminale. Ce que je vous propose, c'est de décortiquer tout ça, comme je l'ai dit, c'est très formateur, tant sur le plan de la rédaction que sur le plan de la réflexion. Et ça cache des choses assez profondes, enfin en tout cas moi je trouve, donc on est parti. Le principe de l'exercice, c'est de démontrer un résultat assez célèbre de théorie des ensembles en seulement 4 questions. Donc voilà, la barre est placée. À savoir que la première difficulté de la théorie des ensembles, au-delà de toutes les problématiques de construction, c'est quand on parle de leur taille. Quand on parle d'ensemble fini, c'est assez facile de parler de taille. Il suffit de regarder combien il y a d'objets mathématiques dans votre ensemble, et ensuite vous en déduisez des choses plus ou moins intéressantes, des relations d'inclusion, etc. Maintenant, quand vous vous intéressez à des ensembles infinis, ça devient beaucoup plus délicat, dans le sens où l'infini c'est relativement trompeur. Alors certes, pas autant que votre ex, mais suffisamment pour foutre le bordel. Je veux dire, l'infini c'est une énorme source de paradoxes, et ça a été un sujet de controverse pendant des centaines d'années. Un des trucs très sournois qui chamboule tout le monde au premier abord, c'est quand vous essayez de comparer la taille de n, l'ensemble des antinaturels, et la taille de q, l'ensemble des nombres rationnels. Alors d'une part, des antinaturels, on est d'accord qu'il en existe une infinité. Il existe effectivement pas de plus grand entier naturel, merci à la fonction successeur de nous donner des entiers aussi grands qu'on veut. Maintenant, le mindfuck arrive, il existe autant d'entiers naturels que de nombres rationnels. Je vous laisse méditer là-dessus 2 secondes. Alors là, vous allez me dire, Axel, tu racontes n'importe quoi, rien qu'entre 0 et 1, je peux trouver une infinité de rationnels. Et encore plus fort, entre 2 rationnels, je peux toujours construire un autre rationnel. Donc, l'infini des nombres rationnels a l'air d'être beaucoup plus dense que celui des antinaturels, ça peut pas être le même. Et pourtant, mesdames et messieurs, je vous assure que l'on peut construire une bijection entre n et q. C'est-à-dire une fonction qui prend des antinaturels, d'une part, et qui va les envoyer vers tous les rationnels que vous voulez, de façon unique, une et une seule fois. C'est-à-dire que chaque nombre rationnel peut être associé et mis en correspondance unique avec un entier naturel. Donc intuitivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut dénombrer Q. On peut faire une énumération des rationnels, on peut en faire une liste, et associer chaque rationnel à un entier avec une correspondance unique. Et donc l'ensemble des nombres rationnels, son cardinal, sa taille, va être exactement la même que n. Et c'est là où on voit que l'infini est trompeur. À titre informatif, le cardinal de n ou de q, on le note aleph 0, et c'est le cardinal de tout ensemble dénombrable. Alors, paradoxe phénoménal ou pas, l'exercice d'aujourd'hui, qu'on va traiter, étudie une fonction qui réalise une parfaite correspondance entre les antinaturels et les rationnels positifs. Donc, on est parti. Accrochez-vous. Alors, dans un premier temps, on décrit une fonction qui envoie des antinaturels sur des rationnels positifs de façon récursive. Donc, 0 prend la valeur 0. Si vous donnez à votre fonction un nombre pair, vous obtenez un rationnel plus grand que 1. Et si vous donnez à votre fonction un nombre impair, vous obtenez un rationnel plus petit que 1. Cette définition, qui combine récursivité et disjonction de cas, selon la parité, est à première vue délicate à manipuler. Je vais vous demander de ne pas vous inquiéter, l'énoncé il n'est pas si pervers que ça en réalité. Dans un premier temps, très sobre, on demande de calculer les 9 premières valeurs de cette fonction pour comprendre au moins dans les grosses lignes comment elle se comporte. Deuxième question, on rentre un petit peu dans le dur, on nous demande de montrer que la fonction est injective. Voilà, on monte d'un cran en termes de difficulté, et on verra ce que ça veut dire plus tard. Troisième question, on nous demande l'antécédent de 14 cinquièmes via la fonction. Donc là, va falloir se creuser un peu la tête pour savoir quel entier est envoyé sur 14 cinquièmes. Et clou du spectacle, la dernière question nous demande de montrer que la fonction est surjective. Autrement dit, que vous pouvez atteindre absolument tous les rationnels positifs avec f. Alors, en première lecture, l'exercice nous tiraille entre 2 émotions, la dépression et le suicide. Alors plus sérieusement, la première, c'est l'envie de se lancer dans l'examen,
réseau qui attise pas mal la curiosité, hein, il faut le dire. La deuxième, c'est la peur d'enchaîner les fausses pistes. C'est facile de se tromper et de prendre les mauvais chemins avec ce genre de fonction. Comme d'habitude, je vous encourage vivement à le tenter dans un premier temps. Ce sera beaucoup plus formateur que m'écouter moi qui vous fais la correction. Et ensuite, on va pouvoir corriger ça ensemble. Donc je vais supposer que vous avez mis en pause la vidéo, que vous l'avez tenté, et donc nous, de notre côté, on est parti pour se lancer dans la correction du sujet. Première question, calculer les 9 premières valeurs. Alors celle-ci, je pense que tout le monde a bien compris comment ça se passait, il suffit de faire les choses dans l'ordre, hein. Je vous affiche les valeurs obtenues. C'est de la vérification bête et méchante via les lignes 2 et 3, qu'on alterne selon la parité de ce qu'on regarde. Et le premier constat intéressant, c'est que les valeurs entières sont atteintes exclusivement par les puissances de 2. F1 c'est 1, F2 c'est 2, F4 c'est 3, F8 c'est 4, donc on est en droit de penser que F16 c'est 5, et que de façon générale, il semble que si on veut l'antécédent d'un entier n quelconque, il vous suffit de prendre 2 puissance n-1. Et effectivement, ça se vérifie par une récurrence quasi immédiate, dans le sens où l'initialisation on l'a faite, et si vous supposez que f de 2 puissance n-1 vaut n, hypothèse de récurrence, alors f de 2 puissance n, qui est f de 2 fois 2 puissance n-1, vaudra n plus 1 en vertu du point 3, et de l'hypothèse de récurrence. Bref, ce que ça dit de façon sous-jacente, c'est que les choses se comportent de façon binaire. Donc on rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure, parce que c'est plutôt profond et ça permet d'avoir un peu de visuel sur ce qui se passe en réalité. On pourra potentiellement construire un arbre. Donc voilà, première question sans trop de difficulté. La deuxième question va nous faire déchanter un petit peu plus vite. On rentre dans le dur dans le sens où il faut montrer que la fonction est injective. Je pense que c'est pas de trop de rappeler ce qu'est une fonction injective. Voilà, on dit qu'une fonction est injective si tout élément de l'espace d'arrivée admet au plus un antécédent par f. De façon formelle, si vous voulez l'écrire, ça veut dire que si vous prenez deux éléments quelconques de l'ensemble de départ, alors leurs images par f sont nécessairement différentes. Elles peuvent pas être les mêmes. Ce qu'on utilise le plus souvent, c'est la caractérisation par la contraposée, parce qu'on préfère bosser sur des égalités plutôt qu'avec des et différents de, qui sont pas très commodes. On dira alors que f est injective si et seulement si f de x égale f de y implique x égale y, pour tout élément x, y de l'ensemble de départ. C'est parfaitement équivalent à la définition qu'on vient d'énoncer. Maintenant qu'on a vu ça, il faut réfléchir à l'angle d'attaque qu'on va employer pour démontrer ça. On travaille ici avec une fonction définie récursivement. On veut montrer quelque chose pour tout entier naturel. Il n'est pas idiot de vouloir raisonner par récurrence à partir de là. Et même plus précisément de raisonner par récurrence forte. Ce qui est dans les faits totalement équivalent à la récurrence simple, hein, c'est juste une différence de prédicat. Mais ce sera beaucoup plus pratique parce qu'on va bosser avec une hypothèse de récurrence qui sera beaucoup plus large et on n'aura pas à se trimballer un prédicat horrible. Je vous rappelle donc rapidement le principe de récurrence forte, qui fonctionne comme celui de la récurrence simple. Si vous voulez montrer un prédicat dépendant d'un entier naturel n pour tous les entiers, il vous suffit de montrer d'une part que ça marche au rang 0, et on appelle ça l'initialisation, et le fait que si vous supposez P0, P1, P2 jusqu'à Pn-1 vérifié, alors on peut en déduire Pn. Et on appelle ça l'hérédité. Ces deux étapes couplées ensemble assurent que la proposition est vérifiée pour tous les entiers naturels. C'est ce qu'on appelle le principe de récurrence forte. Et c'est exactement comme monter une échelle. Si vous voulez monter une échelle, il faut d'une part atteindre le premier barreau, et d'autre part, être sûr de toujours savoir atteindre le barreau suivant en partant des précédents. Bon, il n'y a plus qu'à se lancer, on va énoncer le prédicat qu'on veut montrer par récurrence forte, qui va dépendre d'un entier P quelconque. Voilà, pour tout entier naturel Q, Fp égale Fq implique irrémédiablement P égale Q. Si on prouve ce prédicat pour tout P via un principe de récurrence, alors on aura injectivité de F en vertu de la caractérisation qu'on a rappelée précédemment. Initialisons dans un premier temps, ça devrait pas être le plus difficile. Si P égale 0, alors Fp égale 0. Bon par définition de F. On considère alors Q un entier naturel tel que Fp égale Fq. Et on a donc Fq égale 0 d'après ce qui précède. Et inévitablement Q vaut 0 parce que si Q était non nul, alors Fq serait strictement positif par construction. Donc la seule possibilité, c'est que Q vale 0. Et on a bien P égale Q égale 0. Donc pour le moment ça va, on n'est pas trop embêté, on peut passer à l'hérédité. Donc on pose P un entier positif quelconque, et on suppose le prédicat vérifié au rang 0, 1, 2, etc. jusqu'à P-1. Le but étant de montrer que le prédicat est vérifié au rang P avec ces hypothèses. On prend alors Q un entier tel que Fp égale à Fq, et on va faire une disjonction de K selon la parité de P. Parce que F se comporte différemment selon la parité de l'entier qu'elle reçoit. Si P est pair, Fp vaudra par le point 3 Fp sur 2 plus 1. D'autre part, les inégalités dressées tout à l'heure indiquent que, nécessairement, P et Q ont la même parité. Parce que si c'était pas le cas, on aurait d'un côté Fp plus grand que 1,
et FQ plus petit que 1, et ça contredirait complètement l'hypothèse FP égale FQ, donc Q est également pair, et on a FQ qui vaut FQ sur 2 plus 1. Et à partir de là, il n'est pas difficile de voir, en vertu de l'hypothèse de récurrence forte, que P sur 2 et Q sur 2 sont égaux, et on a donc bien P égale Q. Le cas P impair se traite de façon complètement analogue, la seule différence étant que l'on utilisera le point 2 définissant la fonction, et non plus le point 3. Les arguments étant les mêmes, je ne commenterai pas ce second cas, mais je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse, et pour être sûr que vous avez bien compris. Par conséquent, le prédicat est ainsi vrai au rang 0 et héréditaire. Il est donc vrai pour tout entier naturel P, et on en déduit que F est nécessairement injective. Ok, ça avance bien. Question 3, une question un peu chiante si on n'aime pas manipuler ce genre de fonction. Il faut avoir l'âme d'un explorateur, et en fait il y a plusieurs façons de trouver l'antécédent de 14/5. La stratégie que j'ai adoptée de mon côté, c'est de déjà trouver l'antécédent de 4/5, puis ensuite de rajouter 2 en doublant 2 fois l'antécédent. Ce qui me fera bien tomber sur 14/5, et j'aurai bien l'antécédent souhaité. Premier constat, F9 vaut 1 sur F8, donc 1/4 en vertu de la question 1. Bon, très bien, maintenant il faut que je rajoute 1 pour avoir 5/4. Et ensuite, en inversant par le même procédé, je trouverai 4/5 sans problème. Pour ajouter 1, en vertu du point 3, il me suffit de doubler l'antécédent. Ce qui me donne f de 18 égale 5/4, et donc f de 19, puisque 19 est impair, ça vaudra 1 sur f du précédent, donc 1 sur f de 18, et j'aurai bien f de 19 égale 4/5. A partir de là, plus qu'à rajouter 2 pour passer de 4/5 à 14/5, pour ça, je double 2 fois l'antécédent de 4/5, c'est le point 3, et je trouve finalement que 76 est l'antécédent de 14/5. Alors, aparté rapide, cette méthode d'exploration, on est d'accord qu'elle est assez casse-gueule. Là, le procédé, il semble bien marcher parce qu'on a quelque chose de raisonnable, mais si vous demandez un truc beaucoup plus compliqué, du genre 347 sur 1001, et croyez-moi, il est conseillé de se lever de bonne heure pour trouver l'antécédent. Et c'est là où la question 4, elle va nous sauver un peu, et va peut-être nous permettre de trouver un procédé qui marche de façon plus générale. Parce que dans cette ultime question, on nous demande de montrer que tous les rationnels sont atteints. Avec un petit coup de chance, on va trouver un procédé. On veut montrer que la fonction est surjective. Donc ça, c'est un gros mot pour dire que l'image de l'ensemble des antinaturels couvre tous les rationnels positifs sans exception. La définition officielle de la surjectivité, c'est que toute image admet au moins un antécédent par f. C'est bien entendu complètement équivalent à ce que l'on vient de décrire. Encore une fois, on travaille avec une fonction définie récursivement. On veut montrer quelque chose pour tout entier naturel. Il n'est pas idiot de vouloir raisonner encore par récurrence. Encore une fois, la récurrence forte nous tend les bras, et on va pas hésiter à la saisir. On va donc poser le prédicat suivant, dépendant d'un entier strictement positif n. Pour tout entier P, l'image de l'ensemble des entiers naturels par F contient tous les rationnels positifs de la forme P sur n. En montrant ce prédicat pour tout n strictement positif, j'aurai le luxe de parcourir tous les numérateurs et tous les dénominateurs que je veux. En découlera alors la surjectivité de f directement. Il suffira de me donner un rationnel quelconque a sur b par exemple, et moi je te dirai, bah frérot, le prédicat étant vérifié au rang b, je peux l'atteindre ton rationnel. Je sais même pas pourquoi je m'énerve. Alors avant de me lancer dans la démo, j'aimerais attirer votre attention sur une identité qui pourra nous être utile par la suite. Ce que je prétends, c'est que pour n'importe quel entier k n, vous avez f de 2 puissance k fois n qui vaut k plus f de n. Alors effectivement, c'est encore une fois une récurrence immédiate sur k. L'initialisation est assez triviale parce que 2 puissance 0 fois n, c'est juste n, et évidemment que f de n, c'est 0 plus f de n. On va pas commencer à être des dégénérés. Et d'autre part, si vous supposez que vous avez f de 2 puissance k fois n est égal à k plus f de n, bah f de 2 puissance k plus 1 fois n, c'est f de 2 fois 2 puissance k fois n, et le point 3 qui définit ma fonction va ajouter un plus 1, et on voit que l'hérédité elle posera pas de problème non plus, d'où le fameux récurrence immédiate. En tout cas, on commence à avoir pas mal de relations sympas pour notre fonction, ça fait plaisir, ça permet d'y voir plus clair, et justement on va se lancer dans la fameuse récurrence forte qui est terrifiante au premier abord. Alors, l'initialisation est claire. Pourquoi ? Parce que vous pouvez atteindre tous les entiers que vous voulez, en vertu de la relation qu'on a vue tout à l'heure. Et on a même carrément un antécédent pour un entier k quelconque, il suffit de regarder 2 puissance k-1, donc aucun souci. L'hérédité, c'est ce qui va faire mal. On suppose que le prédicat est vrai au rang 1, 2, etc. jusqu'à n-1, et on montre qu'alors il est vrai au rang n. On considère alors m sur n un rationnel quelconque, et là l'idée ça va être de se ramener à la construction d'un rationnel plus petit que 1.
On invoque alors le principe de division euclidienne par n. Il existe un couple AB tel que m est égal à n plus b, avec b un entier inférieur ou égal à n-1. De cette façon, je peux me ramener à un rationnel plus petit que 1, en disant que m sur n c'est a plus b sur n. Donc j'ai juste à trouver comment construire b sur n, dans le sens où je pourrais construire facilement a plus b sur n ensuite, avec la dernière identité que je viens de dresser. Et là, la stratégie, où il faut être un petit peu malin, c'est de voir b sur n comme 1 sur n sur b. Et ce dénominateur, j'aimerais l'écrire comme étant quelque chose plus 1, pour me ramener à la fonction via le point 2. Et une idée, c'est d'écrire n sur b comme étant n-b sur b plus 1, et dans ce cas, on aura juste à trouver un antécédent de n-b sur b, et d'appliquer le point 2 de la fonction pour conclure. Mais rappelez-vous, par hypothèse de récurrence, je sais que je peux trouver un antécédent à n-b sur b. Ben oui, parce que b c'est un entier entre 1 et n-1. Donc P de B est vérifié, l'hypothèse de récurrence s'applique. Et il existe un grand N, alors on sait pas le construire, mais il existe, tel que f de grand N est égal à n-b sur b. Et alors là, en vertu du point 2, j'ai plus qu'à regarder f de 2 grand N plus 1, et dans la stupéfaction générale, je peux construire mon fameux b sur n. Et là, je vais pouvoir conclure sans problème avec la dernière relation que j'ai établie, un antécédent de m sur n sera 2 puissance a, fois 2 grand N plus 1. Le prédicat étant vrai au rang 1 et héréditaire, il est alors vrai pour tout n plus grand que 1, ce qui assure que la fonction est bien surjective. Très bien, tout ça, très bien. On a pu montrer que la fonction était injective et surjective, elle est donc bijective, et donc les rationnels positifs forment un ensemble dénombrable. Le procédé de construction semble utiliser de la division euclidienne, c'est assez sympathique, mais c'est quand même encore assez obscur, donc ce que je vous propose, c'est d'adopter un point de vue différent à travers ce qu'on appelle les fractions continues. Alors, ne prenez pas peur, les fractions continues, c'est vrai que ça peut être vu comme un outil assez atypique, pourtant c'est un truc bien pratique, notamment pour prouver qu'un nombre est irrationnel. Par exemple, la première preuve de l'irrationalité de pi, qui est due à Lambert, je crois, c'était grâce au développement en fractions continues. C'est un outil remarquable, et ici on va le voir encore une fois, parce qu'il va nous permettre de voir plus clair. Donc, nous sommes partis. Un résultat intéressant, c'est que tout nombre rationnel peut s'écrire comme une fraction continue finie. C'est le petit bordel que je vous ai écrit là, c'est-à-dire que vous pouvez toujours trouver une suite finie d'entiers A0, A1 jusqu'à AN, tel que vous ayez l'égalité. Ça peut paraître un peu obscur, en vérité le procédé il est relativement abordable, faut le voir à travers un exemple. Donc vous prenez le 14 cinquième de tout à l'heure, c'est 2 plus 4 cinquièmes, et que l'on peut voir comme 2 plus 1 sur 5 quarts. Et comme 5 quarts c'est 1 plus 1 quart, et bien vous trouvez le développement en fraction continue de 14 cinquièmes. De l'autre côté, si on veut relier ça avec notre fonction, si vous prenez une fraction continue de cette taille, on constate qu'on peut toujours se ramener à une expression de f assez naturellement. Effectivement, le a2 tout en bas, c'est f de 2 puissance a2-1, donc la dernière fraction, elle s'exprime par f de 2 puissance a2-1 plus 1. Et ensuite, je peux utiliser la dernière identité que j'ai montrée pour rassembler tout au dénominateur. Et en fait, petit à petit, on casse toutes les barres de fraction et on obtient l'antécédent de ma fraction continue par f, en fonction des coefficients A0, A1 et A2. On va l'appliquer en 14 cinquième alors pour voir si ça fonctionne, puisque j'ai mon expression en fraction continue. Et effectivement, en utilisant cette expression imbriquée, je retombe bien sur 76, qui est l'antécédent qu'on a trouvé pour 14 cinquième. C'est une méthode efficace, apparemment, ça fait plaisir. Et en fait, de façon générale, vous pouvez établir une récurrence et vous allez avoir une expression imbriquée de cette forme pour un antécédent donné. Il vous suffira juste de connaître son développement en fraction continue, et comme on l'a vu précédemment, c'est pas la mer à boire à trouver. Donc on est assez content, et on peut même carrément créer un algo qui peut vous donner l'antécédent par f de votre rationnel préféré. Donc soyons fous, allons sur VS Code un petit peu, on va faire un petit peu de Python parce que j'ai pas d'amis. Alors dans un premier temps, il faut qu'on trouve le développement en fraction continue. Alors pour ça, on va implémenter un programme type algo d'Euclide qui va récupérer les quotients, et ça va nous construire la fameuse liste A0, A1, etc. jusqu'à AN. Alors je vais pas non plus commenter le code en détail, mais je vous laisse faire pause si vous avez envie. Donc là, je vais demander le développement en fraction continue de 347 sur 1001 pour vous montrer à quel point c'est pratique, mais vous pouvez prendre le rationnel que vous voulez. Ok, dans un second temps, il me faut quelque chose qui renvoie le fameux produit imbriqué en fonction de la fraction continue que je lui donne. Ici, j'ai fait un parcours de liste en inversé et j'ai bidouillé un peu pour avoir un produit imbriqué. Alors malheureusement, j'ai fait un misérable return le résultat -1, parce que je suis pas très doué pour faire des beaux codes. Et finalement, il semble que l'antécédent par f de 347 sur 1001, c'est quelque chose de l'ordre de 33 millions. Donc une belle galère, heureusement qu'on l'a pas fait à la main, parce qu'avec la première méthode, on y aurait passé la journée. Ok, plus qu'à vérifier en créant notre fonction récursive sur Python. Alors voici une des façons de la faire, calquée sur les 3 points qui la définissent.
Première chose, si je regarde l'image de 76, j'ai bien 14 cinquièmes. Donc le code a pas l'air déconnant. Et maintenant, cerise sur le gâteau, c'est que si je regarde l'image de 33 millions et des poussières, le truc de tout à l'heure, ben je tombe exactement sur 347 sur 1001. Donc nos résultats fonctionnent, les codes fonctionnent, et on peut trouver en un claquement de doigts l'antécédent de n'importe quel rationnel positif par f. Et le fait de pouvoir l'expliciter, c'est quelque chose de remarquable. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette construction ? Alors tout à l'heure je vous ai parlé de binaire, il faut savoir que effectivement il y a un arbre binaire qu'on appelle l'arbre de Stern-Brockott, et je vous suggère de vous y intéresser, qui donne du visuel à cette fonction, qui est une construction brillante. Et ce qui est intéressant, c'est que ça dit qu'on aurait pu avoir une troisième approche, et de faire une traduction des nombres en binaire pour faire nos raisonnements. Alors malheureusement je suis pas trop à l'aise avec la base 2, mais si ça vous intéresse et que vous voulez approfondir un petit peu cet exercice, allez-y. Donc bref, construction remarquable, on a montré que Q+, était bien dénombrable. Maintenant, il reste des questions subsidiaires. La première, quid de Q? Est-il lui aussi dénombrable? Est-il lui aussi en bijection avec N? Alors intuitivement, on a envie de se dire que oui, parce que de Q+ à Q, ça devrait aller. Et effectivement, comme deux bijections peuvent se composer, on a fait le plus gros du travail, et il suffit de trouver une bijection de Q vers Q+, et on aura terminé. La deuxième question nous amène à est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus simple? Et là, encore une fois, la réponse est oui, dans le sens où il vous suffit de trouver une injection de Q vers N. Parce que si Q s'injecte dans N, ça veut dire que Q est en bijection avec une partie de N, et comme toute partie de N est dénombrable, il n'y aurait pas de souci. Alors d'autres questions demeurent, hein, mais autant le faire dans une vidéo dédiée qui parlerait de théorie des ensembles et tout ça, et qui utiliserait des outils plus puissants, par exemple le théorème de Cantor-Bernstein, parce que des infinis, vous pouvez en trouver une infinité, donc ça c'est assez cocasse déjà, et vous pouvez les comparer avec des injections, des surjections, des bijections, machin. Peut-être cette vidéo verra le jour un jour, si je ne me fais pas tuer par un hitman. Pour l'heure, il est temps de s'arrêter, j'ai beaucoup trop parlé, j'espère avoir été clair et ne pas avoir dit de bêtises monumentales. C'est pas un exercice facile, hein, donc n'hésitez pas à re-regarder la vidéo si jamais. Alors non, tiens d'ailleurs, petit point culture, ça c'était un des exercices du test de l'IDEX. Un test dure 2 heures, il y a 6 exercices. Le test est beaucoup trop long, hein, soyons honnêtes. À mon avis, il cherche juste à déceler des gens qui ont des automatismes remarquables et qui envoient valdinguer les questions les plus simples. Un exemple de question simple que j'avais vu dans le genre de choses et sur lesquelles on peut très vite gagner du temps, c'est montrer que pour tout x réel, exponentielle x est supérieur à 1 plus x. Alors là, l'élève lambda, il va dire oui, alors je considère la fonction machin, elle est dérivable, je dérive, je fais le tableau de variation. Non, c'est trop long, c'est trop long. Parce que à côté, il y a l'élève brillant qui est déjà à la question d'après, parce qu'il a juste écrit exponentielle convexe, en l'occurrence la courbe représentative est au-dessus de ses tangentes, 1 plus x étant la tangente en 0, on a bien l'inégalité souhaitée. C'est terminé. Donc honnêtement, un immense respect pour ceux qui réussissent ce concours d'entrée, c'est remarquable. Force aux futurs candidats, de mon côté, je vais vous laisser là-dessus. Des bisous, je vous aime fort, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.